Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir parler de la dernière hypothèse d'accès au lexique. Il s'agit de l'hypothèse mixte, c'est-à-dire à la fois dépendant du contexte et de la fréquence. Alors, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite le même jour sur justement euh, l'hypothèse disons d'un accès dépendant du contexte, ainsi qu'une autre vidéo où j'avais fait l'hypothèse d'accès ordonné par la fréquence et l'hypothèse euh, d'accès initial exhaustif. Voilà. Donc il y aura du coup 3 vidéos pour parler en fait de 4 hypothèses. Là je parle des hypothèses mixtes, enfin de l'hypothèse mixte, et je fais un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo. Donc on commence, et cette vidéo ne devrait pas être trop longue normalement. Et donc parlons de cette hypothèse mixte. Alors le modèle des logogènes de Morton en 69 qu'on avait vu au cours du tout premier cours magistral est le modèle précurseur qui vient introduire cette hypothèse mixte. Pour rappel, ce modèle postule que chaque représentation mentale, dont je rappelle une représentation mentale peut avoir une représentation orthographique, phonologique et sémantique. Une représentation mentale, c'est un peu finalement les 3 représentations à la fois, phonologique, orthographique et sémantique. Donc en fait, chaque représentation mentale serait associée à un logogène, comptant le nombre d'appariements entre la représentation et le mot perçu. Donc entre la représentation que tu as de chaque mot, donc tu as un logogène par représentation mentale, et chacun va comparer la représentation mentale à laquelle il est associé avec le mot vraiment que tu perçois. Par exemple, je vois le mot perçu, donc là, mot perçu. Ce qui va se passer, c'est que si on suit ce modèle, chaque logogène de chaque représentation mentale va venir compter les appariements phonologiques, orthographiques et sémantiques. Et en fait, celui qui a le plus d'appariements, donc ma représentation mentale du mot perçu sera euh, la plus activée, et donc je lirai le mot perçu avec le sens qui me parvient aussi consciemment. Et donc oui, la représentation lexicale la mieux appariée, ou disons celle qui a le compteur le plus haut, et celle qui est donc le plus activée, qui est donc arrive consciemment à nous. Alors dans ce modèle, le contexte pourrait favoriser certaines représentations. Donc là on parle du contexte, donc autour de la phrase, on a le mot qu'on perçoit et les représentations mentales. Donc des éléments sémantiques en commun avec la représentation lexicale et le contexte du mot pourraient augmenter le nombre d'appariements comptabilisés par le logogène. Donc là, c'est l'idée que, en fait, le logogène compte le nombre d'appariements à une représentation mentale. Cette représentation mentale ou lexicale, si vous préférez, possède une représentation sémantique. Or, si le contexte donne des indices sémantiques qui sont appariés, qui, s'apparient bien avec la représentation lexicale qu'il mesure, pas qu'il mesure, mais auquel il est en charge, bah forcément, ça va venir augmenter le compteur, et donc, grâce au contexte, ça va venir tout simplement venir augmenter sémantiquement le compteur avant même qu'on perçoive le mot. Et du coup, oui, conduire à une préactivation de la représentation lexicale. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, par exemple là, si je dis hier j'ai mangé un, peut-être que si je lis juste ça, il va y avoir une préactivation de tout ce qui est mangeable, toutes mes représentations lexicales qui ont le sens qui peuvent être mangés, donc tous mes fruits, tous mes légumes, etc., que j'ai en représentation mentale, vont déjà être préactivés en fait avant même que je lise avocat. Du coup, j'en étais où? Mhm. Oui, voilà, j'en étais à là. Alors du coup, contrairement à l'hypothèse précédente, donc là c'est ma petite vidéo que je vais normalement sortir le même jour, donc l'hypothèse du coup d'un accès dépendant du contexte, le contexte n'a pas d'effet inhibiteur. Donc là c'était l'exemple d'un contexte contraignant ou spécifique en fait, qui venait empêcher l'activation du sens secondaire. Là, c'est pas le cas. Là, dans ce modèle-là, c'est toute une autre perception du contexte qu'on peut étudier. On va le voir juste après, en fait, c'est en fait le contexte qui va servir au contraire
à venir activer le sens secondaire. Vous allez vite comprendre. Parce qu'on a aussi la fréquence qui joue aussi avec un compteur pour les représentations lexicales les plus fréquentes, jamais à zéro et donc toujours un peu activé. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que par exemple, si on a un homonyme, c'est le sens le plus courant qui va être en premier activé par rapport au sens le moins courant de l'homonyme ou du mot polysémique, si vous préférez, il y a différents mots pour ça. Et donc là, j'ai fait un petit exemple pour sortir du CM, parce que voilà, je vais pas plagier quoi. Donc j'ai fait un mot, enfin j'ai pris l'exemple d'un mot un peu qui a plusieurs sens, vous voyez. Donc il faisait froid ce matin, j'ai donc enfilé mon bonnet. Donc là c'est le bonnet au sens bonnet en laine pour l'hiver. Deuxième phrase, deuxième contexte si vous préférez, à la piscine nous portons tous un bonnet. Donc là je parle bien évidemment du bonnet de bain, celui en silicone ou en latex là qui t'arrache les cheveux. Donc, parce que je fais un peu l'hypothèse, c'est quand on dit bonnet, je pense que le sens dominant c'est le bonnet en laine qui passe au-dessus, qui est plus fréquemment utilisé, surtout dans les pays froids j'imagine, par rapport au bonnet de bain, au bonnet, par rapport au bonnet de bain, oui. Donc le bonnet de laine aurait un peu, serait plus fréquemment, son sens, ce sens-là du bonnet serait plus fréquemment utilisé que le bonnet en latex, quoi. Donc du coup, en suivant l'hypothèse, le sens le plus fréquent du bonnet serait toujours activé. Donc là, pour avoir accès aux représentations sémantiques, il faut toujours que ça soit dans un en au moins 100 millisecondes. Après 100 millisecondes que tu aies aperçu le mot. Donc, mais le sens le moins fréquent ne sera activé que si le contexte le permet. Donc là, contexte secondaire. Et donc là, le petit Paint qui va venir éclairer tout ça. Hypothèse mixte. Donc là, il faisait froid ce matin, j'ai donc enfilé mon bonnet. Donc là, on a froid, on a enfilé par exemple, donc on sait que ça va venir préactiver différentes représentations lexicales qui sont associées au froid, qui sont associées à quelque chose qu'on peut enfiler, donc un peu l'idée de vêtements. Donc on peut penser par exemple que ça va pas activer que bonnet, mais d'autres mots, par exemple écharpe, ou encore, enfin écharpe oui par exemple, ou encore mon manteau, voilà. Mais là, on aperçoit le bonnet, donc le contexte avec le froid et le enfilé, ça va venir activer uniquement le sens dominant. Parce que là, le sens secondaire ne va pas être activé parce que la phrase ne va pas faire penser au sens secondaire du bonnet, donc celui en latex silicone, quoi. Au contraire, avec la phrase à la piscine, nous portons tous un bonnet. Donc là, il y a l'idée de piscine, donc quelque chose à rapport avec l'eau, quelque chose qu'on peut porter, donc ça, ce sont des éléments sémantiques. Nous portons tous un bonnet, donc là, même avant de percevoir le bonnet, on va voir le un, donc c'est encore un indice qui est ce coup-là syntaxique, au sens où on sait que le prochain mot va être un nom masculin, voilà, tout simplement. Donc là, bonnet, dans un contexte de piscine, dans ce contexte précis, ça va venir activer le sens secondaire. Là, le contexte permet l'activation du sens secondaire, donc le sens bonnet en silicone, bonnet en latex. Alors que la première fois, avec le contexte froid, ça activait uniquement le sens dominant, laine. Mais vu que le sens dominant est toujours activé d'après le modèle de Morton, enfin, sera toujours un peu en avance. Il sera malgré tout activé, le sens dominant sera toujours activé, bien que le contexte active lui de son côté le sens secondaire. Donc c'est ça qui différencie de l'hypothèse d'accès dépendant du contexte. L'accès dépendant du contexte, là, ça aurait été en rouge. Donc ça aurait été ici non activé. Alors que là, c'est activé parce qu'en fait le sens dominant est toujours activé, parce que c'est tout simplement plus fréquemment le sens le plus fréquemment utilisé, et le sens secondaire est activé uniquement si le contexte le permet. Là, le contexte ne le permet pas. Aucune indication de la phrase ne permet d'activer le sens secondaire, donc le bonnet en silicone en latex euh, pour la piscine. Donc tout dépend de la fréquence des acceptions ainsi que de l'induction faite par le contexte. Donc là, la fréquence des acceptions, c'est la fréquence des sens, entre guillemets, des différents sens possibles d'un mot polysémique. Et l'induction faite par le contexte, c'est encore une fois des inductions avec des indices sémantiques et syntaxiques qui vont permettre d'orienter vers un sens précis. Et donc là, dans l'exemple, le deuxième exemple,
ça oriente vers le sens secondaire, donc le sens du bonnet en silicone, le bonnet, enfin bonnet de piscine quoi. Alors, cette interaction entre deux facteurs fréquence, contexte, expliquerait la multitude de résultats présents dans les diverses expériences, notamment celles qu'on a vues jusqu'ici. Donc ça va un peu expliquer en fait pourquoi on a des résultats différents, autrement que les travaux de Tabossi qu'on avait vus, enfin que j'ai parlé un peu dans la précédente vidéo. Donc notamment le conflit tout est activé versus que le dominant qui est activé. Donc ça, encore une fois, ça revient un peu avec le conflit Honeyfer-Sweeney versus Tabossi et collaborateur. Donc vous savez, conflit tout est activé où il y a uniquement le dominant, le sens secondaire n'est pas activé. Donc ça dépendrait uniquement en fait de ces deux facteurs. Un contexte non orienté vers le sens secondaire ne permet pas son activation, alors qu'un contexte orienté vers le sens secondaire le permet. Ça serait tout simplement ça, mais quels que soient les cas, quels que soient les contextes, le sens le plus fréquent d'un mot polysémique ou de la propriété dominante d'un mot serait toujours activé. Et donc là, ce que je vous ai préparé, c'est un petit paint qui vient récapituler les 4 hypothèses. Donc ça, enfin, on a vu ça dans le TD numéro 6, avec l'exemple du piano. Enfin, si vous l'avez vu, ça va vous parler de quelque chose, mais avec le piano associé à différentes propriétés, lourd ou musique, ou fait de la musique. Donc du coup, je me sauve de lui. Hop, où es-tu? Tu es là. Donc voilà, c'est un peu le résumé. Ah, par contre, ça serait bien que ça s'enlève, voilà, c'est parfait, ça s'enlève, histoire parce que je vous ai mis la légende. Donc là, normalement, avec ça, vous pouvez tout comprendre. Alors le SOA, je rappelle, c'est le temps entre le moment où on perçoit le mot et le moment où on répond. Enfin, non, attends, le SOA, c'est quoi? Non, le SOA, c'est que pour l'amorce. J'ai dit des bêtises, là, hein. Là, le SOA, c'est une erreur. C'est pas vraiment le SOA, là, c'est après la perception du mot, en fait. Donc en fait, c'est... Oui, oui, oui. Donc autrement dit, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, globalement, qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui n'est pas activé, après notre perception du mot, donc à 100 entre 100 millisecondes après et avant le traitement conscient. Donc en gros là, c'est qu'est-ce qui est activé ou qu'est-ce qui est non activé d'après les hypothèses, entre 100 millisecondes et globalement 200 à 300 millisecondes. Donc c'est là que se passent les différences, parce que les hypothèses, voilà, elles se demandent, dans ce laps de temps, entre le traitement conscient et le traitement phonologique orthographique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui est non activé. Là, les 4 hypothèses. Et donc là, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse méditer entre guillemets là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.